Nous sommes le samedi 13 janvier 2018, mais bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le ministre de la Justice a mené des débats autour des réformes concernant l'exécution des contrats, le règlement de l'insolvabilité, la protection des actionnaires minoritaires et l'obtention de prêts hier au Palais du Peuple. Et les ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont exigé dans un communiqué au langage très fort des excuses du président américain Donald Trump, condamnant donc ces propos racistes. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Ahmed Cheikh, a mené des débats autour des réformes, je le disais en titre, concernant l'exécution des contrats, le règlement de l'insolvabilité, la protection des actionnaires minoritaires et l'obtention de prêts. C'était hier au Palais du Peuple, Fardos. Effectivement, donc, Asma, améliorer le cadre juridique pour une meilleure contextualisation du monde des affaires. Tel a été l'objectif de cette réunion portant sur l'exécution des contrats. Plusieurs recommandations ont été faites pour corriger les failles. Une formation de 2 à 3 magistrats dédiés au tribunal du commerce devrait être préconisée. De la même manière, la rédaction de la loi fixant la période de traitement des litiges commerciaux en 6 mois s'avère nécessaire puisqu'actuellement ce délai peut s'étendre jusqu'à 3 ans. Par ailleurs, les juristes du ministère de la Justice, les avocats, les notaires consultés ont conseillé d'orienter le code civil et le code de procédure civile et commerciale vers les bonnes pratiques prônées dans le rapport Doing Business, la révision de la loi sur les petites dettes et son extension aux petits litiges d'opérationnalisation du système d'information pour la gestion des affaires et pour la simplification des procédures et réduire donc ainsi les délais de publication des jugements. Améliorer donc le climat des affaires est une activité continue et demande donc ainsi la coordination et l'implication de multiples partenaires et ce malgré les changements politiques, les mouvements personnels dans l'administration et dans un contexte en mutation permanente. En matière de procédure administrative, on dit que l'enfer donc est dans les détails et la ténacité de toutes les bonnes volontés de mise donc à l'épreuve. Il existe toujours de meilleures raisons pour l'inaction et que donc l'action. Mais Djibouti donc qui a prôné donc le choix de la réforme en ayant choisi de s'ouvrir au monde et au commerce international, l'administration doit s'imprégner donc de paramètres de la mondialisation et du libre-échange afin de trouver sa place et de faire un bond en avant dans le rang de doing business. Il n'est plus question donc de savoir de se moderniser telle procédure. Il est question de savoir quand, comment et sous quelle responsabilité pour apporter la meilleure réforme. Le fruit de cette concertation avec les différents membres donc, des administrations est en droite ligne avec l'action gouvernementale comme celle donc, que vient d'être débattue avec le ministre de la Justice. Merci Fardos pour cette analyse. Et justement, le ministre qui a donné une brève allocution a souligné qu'il était d'une primauté capitale pour le gouvernement de se doter de lois beaucoup plus souples afin de conserver sa place et même allant de l'avant dans le prochain rapport de Doing Business. Nous l'écoutons. La Banque mondiale nous avait demandé il y a 2 ans de faire certaines réformes pour faire de Djibouti une place attrayante. Et en 2017, nous nous sommes retroussés les manches et nous avons fait un travail remarquable qui a été apprécié de tous nos collaborateurs et partenaires, notamment par la Banque mondiale. Nous nous sommes inscrits parmi les 10 pays les plus réformateurs. Mais comme je le disais à tous ceux et à mes amis ici à côté, le problème de doing business, c'est qu'il faut pédaler tous les ans. Il ne faut pas s'arrêter de pédaler, sinon on rétrograde, on perd ce qu'on a gagné l'année précédente. Et c'est dans l'optique de non seulement de conserver les acquis de l'année dernière, mais d'accroître encore les efforts parce qu'il y a certains points où nous sommes encore défaillants, où nous enregistrons des retards. Et il faudra que cette année, en 2018, on insiste beaucoup sur le comment rattraper ces points-là.
Également dans l'actualité, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé hier la cérémonie d'inauguration de la mosquée appelée Mosquée Mohamed Hagayo, nom du défunt ancien président de l'association de développement de Douloul, donc une localité située dans la région de Tadjoura. La cérémonie d'inauguration a vu la participation du préfet de la région Abdel Malik Mohamed Benoïta et le chef du village Mohamed Youssouf Hussein. Une première dans cette localité, le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis a souligné dans son intervention l'importance de cet édifice islamique érigé à Douloul, construite par l'association de développement de Douloul et financée par la coopération turque. Cette mosquée est équipée de tapis, de haut-parleurs et de toilettes, notant que cette mosquée est la première réalisée dans la ville de Douloul. Les habitants de ce village, qui auparavant se déplaçaient jusqu'à Sagalou, ont montré leur satisfaction et ont même prié hier à la grande prière donc du vendredi. Également dans l'actualité, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé au Palais du Peuple une cérémonie de remise de certificats aux participants de l'atelier donc de vulgarisation des textes juridiques en matière de protection de l'environnement. Cet atelier a commencé donc le 10 janvier dernier et a duré 2 jours. La cérémonie de remise de certificats est présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Monsieur Djini Abdallah Omar, en présence de M. Aden Hassan Ilmi et Abdelkader Abdallah Udoun, respectivement conseillers techniques du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, et M. Hussein Didash, directeur de l'Environnement et le Développement durable, M. Idriss Nour Ismail, sous-directeur de l'Environnement, ainsi que le représentant de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du Golfe d'Aden, M. Bachar Batani. Et bien, durant 2 jours de formation, l'atelier a permis donc aux participants d'acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires à l'élaboration et l'utilisation des modèles numériques hydrogéologiques afin de simuler et évaluer l'impact conjoint du changement climatique et des activités humaines sur la disponibilité et la durabilité des ressources en eau souterraines. On a essayé de mettre en place de nouvelles canalisations. Donc il y a beaucoup moins d'eau stagnante maintenant en ville. Et donc le gouvernement, par l'intermédiaire de l'ONIAD, fait un effort. Donc voilà un exemple d'un problème d'environnement, mais qui concerne le ministère de l'Environnement, certes, mais qui concerne aussi les autres ministères, mais qui concerne aussi la population. Et à la fin de la cérémonie, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Habitat et de l'Environnement et ses proches collaborateurs ont remis des certificats aux participants de cet atelier de formation. Dans le reste de l'actualité, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waas Omar Boghoré, a accueilli à la direction générale de la garde-côte 6, donc à l'Escale, une délégation de la marine japonaise conduite par le capitaine Moriyama, commandant du vaisseau japonais Sitogiri, pour visiter donc les installations et les bateaux de la garde-côte. Le capitaine de vaisseau a apprécié le travail louable de la garde-côte et les résultats remarquables de ses missions. Le capitaine de vaisseau a souligné pour sa part que la garde-côte est une institution importante dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime régionale. Il a également félicité le colonel Waas Omar Boghoré donc pour son travail honorable réalisé dans un laps de temps afin de développer la garde-côte djiboutienne. Le capitaine de vaisseau s'est réjoui de l'excellence de ces relations et a souhaité de voir se développer davantage. Et le colonel Waas Omar Boghoré a salué pour sa part les soutiens inestimables rendus par le Japon à la garde-côte dans le domaine donc, des matériels et des formations en matière de la sécurité et de la sûreté maritime. Et suite aux échanges, le capitaine de vaisseau a pu profiter d'une visite en mer pour voir les installations côtières de la garde-côte et leur zone d'opération. Un mot en sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se sont déroulés hier au stade de Gouled les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. Très bon. Eh bien, à cet effet, le comité d'organisation donc a rencontré les jeunes en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra en fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation
ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable, favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique. Ils ont évoqué donc le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs et de jeux, ainsi que des espaces verts. Et rappelons que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse, et ce document contribuera à la formulation de futures recommandations. Un mot en sport, cette fois la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé hier matin la 9e édition du tournoi de Djibouti Telecom. Et ce sont plus de 100 personnes qui ont participé à ce tournoi qui a eu lieu hier au stade Gouled, dans la salle de tennis de table. Étaient présents à cette compétition de tennis de table, outre le président de la fédération, tous les membres de la fédération, le directeur des sports, Abshir Ali, ainsi que les participants et les spectateurs venus nombreux à ce tournoi Open de Djibouti Telecom. Et en fin de séance, l'on a procédé à la distribution des différentes récompenses. Troisième place et finale. Les 8 meilleurs se sont retrouvés. Donc nous espérons avoir les champions de Djibouti Telecom 9e édition cet après-midi, les récompenser. Donc nous remercions le secrétaire d'État à la jeunesse sport. Nous remercions Sport toujours, mais à Tadjoura cette fois, où la Ligue régionale de la natation a organisé hier la 4e journée du championnat national. En effet, cette journée a vu la participation des clubs des établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées général et techniques, et d'autres donc de la ville blanche. Le succès de cette discipline auprès de la jeunesse tadjourienne est palpable. L'organisation de cette journée par la Ligue régionale Tadjoura a parfaitement donc réussi et témoigne du professionnalisme de l'équipe régionale de la Fédération djiboutienne de natation. En préparant cette journée, le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benouda, le vice-président du conseil régional, Abdelghader Omar, l'inspecteur de l'école de base, Ahmed Hamadou, ainsi que M. Mohamed Hagayou, élus locaux, pour témoigner leur soutien à cette ligue régionale. Le président de la ligue, Maki Hamad Maki, adresse ses vifs remerciements au préfet Tadjoura, au président de la fédération djiboutienne de natation, à l'hôtel Corto Maltese, ainsi que donc pour leur soutien indéfectible à la Ligue régionale pour l'épanouissement de la jeunesse et la promotion du sport de la ville blanche. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Les ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont exigé donc dans un communiqué au langage très fort des excuses du président américain Donald Trump condamnant ses propos racistes par-dessus. Eh bien donc, Asma, comme vous le dites, l'emploi par le président américain Donald Trump du mot pays de merde pour désigner Haïti et certains pays de l'Afrique susceptibles donc d'envoyer des migrants aux États-Unis a déclenché un tollé mondial. Après une réunion d'urgence des ambassadeurs du groupe africain à l'ONU qui a duré 4 heures, ces derniers ont exigé la rétractation et excuses de la part du président Trump. Ils se sont dit préoccupés par la tendance continue et grandissante de l'administration américaine vis-à-vis de l'Afrique et des personnes d'origine africaine à dénigrer le continent et les gens de couleur. Exaspérés, donc les 54 ambassadeurs sont tombés d'accord à l'unanimité sur un texte d'une inhabituelle dureté, certains même surpris de leur propre audace. Selon les sources diplomatiques, un seul ambassadeur a évoqué la possibilité de joindre sa capitale, mais tous les autres lui ont dit non. C'est lors d'une réunion sur l'immigration avec les parlementaires à la Maison Blanche que Donald Trump donc s'est emporté jeudi sur l'immigration en provenance donc des pays d'après ses propos de merde. Le chef de l'État s'est défendu donc hier d'avoir eu recours au terme donc de pays, ce qu'il a dit, de merde, tout en reconnaissant avoir eu recours à une formulation rude. Et en Afrique toujours, l'Égypte va instaurer à partir d'aujourd'hui un couvre-feu dans certaines zones du Nord Sinaï. C'est ce qu'a annoncé le journal officiel. Une décision prise dans le cadre de l'état d'urgence prolongé une nouvelle fois au début de ce mois de janvier. Eh bien donc, Asma, le couvre-feu qui sera en vigueur à partir d'aujourd'hui sera appliqué donc dans une partie de la ville de Rafat
situé près de la bande de Gaza et autour de la ville de Rachid. Donc le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a publié en début de semaine dernière un décret prolongeant une nouvelle fois l'état d'urgence initialement instauré en avril dernier après 2 attentats à la bombe qui a fait 45 morts. Une campagne d'attentats menée par le groupe de province donc du Sinaï qui a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique a fait donc plusieurs centaines de morts dans les rangs de l'armée et de la police. Et enfin, pour clore ce journal Fardous, l'Union européenne donc a exprimé son inquiétude sur le sort de 2 Palestiniens mineurs détenus par Israël. Effectivement, donc le tribunal militaire d'Ofter en Cisjordanie a inculpé le 31 décembre dernier la Palestinienne Nahed Tamimi ayant publié sur les réseaux sociaux la vidéo virale du 15 décembre la montrant en train de frapper et bousculer avec sa cousine des soldats israéliens dans le village de Nabi Saleh près de Ramallah, d'où chef d'inculpation ont été requis contre la jeune fille arrêtée le 20 décembre. Nour Tamimi, sa cousine donc et sa mère qui apparaissait sur la vidéo sont également détenues. La jeune fille est devenue donc pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation israélienne en se faisant donc connaître dans des confrontations avec l'armée et passible de plusieurs années de prison si elle est reconnue coupable. L'Union européenne est par ailleurs s'est dit profondément préoccupée par la mort sous les balles des forces de sécurité israéliennes d'un autre mineur de 17 ans. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Voilà ce journal de rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis.